Le podcast Recruter demain, c'est l'envers du décor du recrutement. Ce que personne ne vous dit, mais que vous vivez tous les jours. Des décisions de dirigeants, des erreurs qui coûtent des mois, des méthodes concrètes pour recruter. Si vous voulez arrêter de recruter à l'aveugle et reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit. Eagle Rocket, votre partenaire pour vos recrutements de demain. On va aborder un sujet qui est au cœur des préoccupations de beaucoup de dirigeants aujourd'hui. Cette course effrénée au recrutement externe. On investit des budgets considérables, parfois des dizaines de milliers d'euros pour un seul poste. Pour attirer les nouveaux talents, comme on dit. Exactement. Et pourtant, en parallèle, on observe une hémorragie silencieuse. Ah oui? On laisse partir des collaborateurs clés, des gens qui connaissent la machine, la culture, les clients. C'est un paradoxe complet. C'est plus qu'un paradoxe, c'est un non-sens économique. On le voit tous les jours sur le terrain. C'est le syndrome du seau percé. L'image est simple, hein? Oui, très parlante. La direction passe son temps, son argent à essayer de remplir le seau par le haut, avec de l'eau bien fraîche, sans jamais prendre 5 minutes pour regarder les trous au fond. Et se demander pourquoi ça fuit. Voilà. La vraie question stratégique, ce n'est pas comment je recrute plus, mais pourquoi suis-je obligé de recruter en permanence pour remplacer des gens qui s'en vont? Donc la rétention, ce n'est pas juste un sujet RH annexe. Non, c'est le point de départ de toute stratégie de recrutement saine. Et pour attaquer ce problème, il faut commencer par déconstruire quelques mythes. Le premier, peut-être le plus tenace, c'est celui du 109. Ah, le fameux 109. Cette idée qu'un recrutement externe va systématiquement amener l'innovation, un nouveau souffle, des compétences qu'on n'a pas. On l'entend tout le temps. C'est une croyance qui coûte une fortune. Et là, on ne parle pas juste des frais de cabinet. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ça. Les coûts cachés sont Colossaux. le temps d'intégration, déjà. Pour qu'une personne soit vraiment productive, autonome, il faut compter 6 mois, au minimum. Et pendant ces 6 mois, elle mobilise d'autres personnes, elle ralentit l'équipe. Bien sûr. Et puis, il y a la perte de connaissance de l'entreprise, la culture, les raisons informelles, l'historique des décisions. Tout ce qui fait qu'un collaborateur interne, lui, est efficace dès le premier jour sur un nouveau projet. Sans même parler du risque d'erreur de casting. C'est énorme. On se base sur des entretiens, des références. On ne voit jamais la personne en situation réelle de pression. Jamais. Et le coût d'un recrutement raté, ce n'est pas juste l'argent qu'on a dépensé. C'est un projet qui prend 6 mois de retard, c'est une équipe déstabilisée, ça peut paralyser un service entier. Exactement. Et le pire, c'est qu'on accepte tous ces coûts et ces risques au nom d'une innovation supposée, alors qu'on a peut-être en interne des gens qui ont des idées, mais qu'on n'écoute pas. C'est une excuse facile en fait. C'est ça. Le 109 devient une excuse pour ne pas faire le travail de fond, qui est de développer ses propres équipes. Ce qui nous amène à une autre fausse évidence pour justifier les départs. Le mythe du tout pour le salaire. Ah oui, celui-là est très pratique. C'est l'idée que les gens partent uniquement pour une meilleure paye. C'est simple, c'est quantifiable et ça dédouane l'entreprise de toute autre responsabilité. C'est la justification de façade par excellence. Dans la réalité, quand un collaborateur commence à écouter activement le marché, répondre aux chasseurs, le mal est déjà fait. Le lien est déjà cassé. Le lien de confiance est rompu. Le salaire, c'est la raison qu'on donne en entretien de départ, parce que c'est simple, c'est neutre, c'est difficile à contester. Mais les vrais motifs, ils sont presque toujours ailleurs. C'est-à-dire, Un manque de reconnaissance, pas forcément un chèque, mais juste un « merci, c'est du bon travail ». Une relation qui s'est dégradée avec le manager direct. L'absence totale de perspective claire, le sentiment de faire du surplace. mais attends, on voit quand même des cas où un concurrent arrive et propose 20 ou 30% d'augmentation. Là, l'argent est bien le vrai moteur, non? Est-ce que ce modèle de confiance rompue tient toujours? C'est une excellente question. Et bien sûr, une offre financière exceptionnelle peut faire basculer une décision, on va pas se mentir. Oui. Mais il faut se poser la question en amont. Pourquoi ce collaborateur était-il à l'écoute en premier lieu? D'accord. Quelqu'un qui se sent parfaitement bien, valorisé, avec un projet qui le stimule, une bonne relation avec son équipe, son manager, il ne prend même pas l'appel du chasseur de tête. Ou alors par curiosité, mais il ne va pas au bout du processus. Donc, l'offre financière, c'est la goutte d'eau. C'est l'élément déclencheur, le coup de grâce si tu veux, mais sur un terrain qui était déjà complètement fragilisé. Le salaire est la cause de la démission, mais pas la cause du désengagement qui l'a précédé. C'est ça la nuance. Et cette obsession du salaire mène tout droit au troisième mythe, celui des avantages matériels. La fameuse table de ping-pong. La table de ping-pong, la belle cafétéria, les services de conciergerie. L'idée qu'avec ça, on va fidéliser les équipes. On confond complètement
le confort et l'engagement. Complètement. On crée une relation transactionnelle. C'est je reste tant que les conditions matérielles sont meilleures ici. Ça peut retenir les gens, oui, par commodité, mais ça ne les fidélise pas. Quelle est la différence pour toi? La fidélité, la vraie, elle est émotionnelle. Elle repose sur l'adhésion à un projet, sur le sentiment de contribuer à quelque chose qui a du sens, sur la qualité des relations humaines. Le jour où une autre boîte offre une meilleure console de jeu, le lien est rompu. C'est une stratégie de court terme. Donc, si on met de côté ces mythes, où sont les vraies raisons? Pourquoi un bon élément, quelqu'un en qui on a investi, décide de partir? Quelle est la cause numéro 1? La première est de très, très loin. C'est le management direct. Le manager. On l'observe constamment chez les collaborateurs. Les collaborateurs ne quittent pas une entreprise, ils quittent un manager. Un manque de confiance, du micromanagement, une absence totale d'autonomie, ou un manager qui ne défend jamais son équipe. Tout ça, ça pèse infiniment plus lourd au quotidien qu'un logo sur un bâtiment. Ou qu'une belle campagne de marque employeur. Exactement. Cette fameuse marque employeur, cette image publique qu'on essaye de construire, elle ne pèse rien face à la réalité du quotidien avec son N+1. L'engagement, il se crée ou il se détruit au niveau de l'équipe, pas au siège. C'est un point absolument clé. Un seul manager peut annuler tous les efforts de l'entreprise. Une autre cause qu'on oublie souvent, c'est l'échec de l'intégration. Ah, l'intégration. C'est un sabotage pur et simple. Le mot est fort. Mais c'est la réalité. L'entreprise a payé, disons, 15 000 € à un cabinet pour trouver la perle rare. Le candidat est convaincu, il démissionne, il arrive plein d'enthousiasme. Et là, Le jour J. le jour J, son ordinateur n'est pas prêt, son manager est en déplacement, personne ne l'attend pour déjeuner, le message envoyé est catastrophique. C'est cruel. On a tout fait pour t'avoir, mais maintenant que tu es là, tu n'es plus la priorité. C'est exactement ça. On crée un doute immense chez la nouvelle recrue dès les premières heures. Et ce doute, il est très difficile à rattraper. Oui, parce que l'intégration, ce n'est pas juste une checklist administrative. C'est le moment où on doit confirmer au collaborateur qu'il a fait le bon choix. Voilà. Si on rate cette étape, on prend le risque que la personne se remette en recherche active dans les 3 mois. Et tout l'investissement est perdu. C'est un non-sens opérationnel et financier absolu. On sécurise un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec un process qui ne coûterait rien, ou presque. Juste un peu de temps et de considération. Mais on ne le fait pas. Troisième cause, plus insidieuse. Elle touche à la promesse de carrière. C'est ce que j'appelle l'illusion de la mobilité interne. Ah oui, beaucoup d'entreprises la vendent dans leur communication. Mais dans les faits, c'est un parcours du combattant. C'est souvent une façade. Souvent. En pratique, les processus sont opaques, les postes ne sont pas affichés en interne avant l'externe, et surtout, il y a ce phénomène de rétention managériale. C'est-à-dire que les managers bloquent leur propre talent. Ils freinent des 4 fers. Ils préfèrent garder un bon élément sous la main, même si la personne s'ennuie ou a fait le tour de son poste, plutôt que de la voir évoluer ailleurs dans la même boîte. Ce qui est une vision à très très court terme. Le manager sauve son équipe pour 6 mois, mais l'entreprise perd un talent pour de bon. Exactement. Le résultat est absurde, hein. Il est souvent plus simple pour un collaborateur d'avoir une promotion en démissionnant et en allant chez le concurrent que d'évoluer en interne. On marche sur la tête. C'est un gâchis monumental de connaissances et de potentiel. Et tout ça nous amène à une 4e cause, qui est peut-être la plus profonde, celle qui sous-tend toutes les autres, la culture de l'opacité. Le manque de transparence. Sur les sujets qui comptent vraiment, les décisions stratégiques, les critères de promotion et le sujet tabou par excellence, les salaires. C'est le cœur du problème de la confiance. Cette culture du secret, notamment sur les rémunérations, elle nourrit un sentiment d'injustice. Forcément. En l'absence de règles claires, de grilles transparentes, les collaborateurs fantasment. Ils se comparent. Pourquoi lui, elle a été promue et pas moi? Est-ce que je suis payé à ma juste valeur? Et comme l'entreprise ne donne pas de réponse, Ils vont la chercher ailleurs. Ils parlent à des recruteurs, ils passent des entretiens juste pour voir, et ils finissent par trouver une entreprise qui leur offre non seulement plus d'argent, mais surtout plus de clarté. L'opacité, c'est un poison lent. face à ce tableau, qui est assez sombre mais très réaliste, il faut donc changer complètement de perspective. Oui, il faut arrêter de traiter le recrutement et la rétention comme 2 chantiers séparés, avec des budgets, des équipes distinctes. Il faut les fusionner. Précisément. La meilleure stratégie de recrutement, c'est de ne pas avoir besoin de recruter pour remplacer des départs qu'on aurait pu éviter. Logique. Chaque talent qu'on conserve, c'est un recrutement coûteux, risqué et chronophage en moins.
La rétention, ce n'est pas une ligne de qualité de vie au travail. C'est le meilleur investissement possible en acquisition de talent. Point. Et concrètement, ça implique quoi comme changement? La première chose, j'imagine, c'est de traiter ses propres collaborateurs comme des candidats permanents. Qu'il faut reséduire continuellement. C'est exactement ça. Et comment on fait? La première mesure la plus directe, rendre les managers responsables de la rétention de leurs équipes, officiellement, Dans leurs objectifs? dans leurs objectifs et dans leurs variables. Leur performance ne doit plus être évaluée que sur des chiffres, elle doit l'être aussi sur leur capacité à faire grandir et à garder leurs collaborateurs. Le taux de turnover d'une équipe, ça devrait être un indicateur clé pour le manager. Mais attends, il n'y a pas un risque de perversion là? Si on mesure un manager sur le turnover, ne va-t-il pas être encore plus tenté de bloquer les mobilités internes de ses meilleurs éléments? Le risque existe si l'indicateur est mal conçu. C'est une très bonne remarque. Il ne faut pas juste mesurer le turnover sortant de l'équipe. Ah, d'accord. Il faut aussi valoriser la mobilité interne réussie. Un bon manager ne serait pas celui qui ne perd personne, mais celui qui développe ses collaborateurs au point qu'ils sont prêts à prendre de plus grandes responsabilités ailleurs dans l'entreprise. On devrait récompenser les managers qui sont des exportateurs de talent. Ça change tout. C'est une autre perspective. Deuxième levier, transformer cette fameuse mobilité interne en un véritable marché du travail interne. Fluide et transparent. C'est fondamental. Il ne s'agit pas de poster 3 offres sur un intranet que personne ne regarde. Non. Il s'agit d'avoir une cartographie dynamique des compétences de l'entreprise, d'utiliser des outils pour faire correspondre ces compétences avec les besoins futurs, de manière proactive, Anticiper. anticipée. Avant même qu'un besoin ne devienne une demande de recrutement externe, on devrait pouvoir identifier 3-4 personnes en interne qui pourraient prendre le poste, avec un peu de formation. La technologie existe pour faire ça. Ce qui manque, ce n'est pas l'outil, c'est la volonté managériale. Et le dernier point, plus philosophique peut-être, mais qui conditionne tout le reste, arrêter de se focaliser sur l'engagement pour se concentrer sur l'autonomisation. C'est une nuance qui est cruciale. L'engagement, c'est un résultat, c'est une conséquence. On ne peut pas le décréter. On ne peut pas dire « soyez engagé ». Non. L'autonomisation ou l'empowerment, c'est le moyen. C'est donner aux équipes les outils, la confiance, la latitude pour prendre des décisions, pour avoir un impact réel. Un collaborateur qui sent qu'on lui fait confiance, qu'il a le droit à l'erreur, qu'il apprend, qu'il voit le fruit de son travail, Il s'attache. il développe un attachement à son poste qui est bien plus fort que n'importe quel avantage matériel. Il n'a tout simplement aucune raison valable de regarder ailleurs. Pour conclure, une question simple à se poser. Si vous aviez 1 euro à investir demain, le dépenseriez-vous pour chasser un nouveau talent ou pour convaincre l'un de vos meilleurs éléments de rester?